Maria Chapdelaine, d'après Louis Hémon. Lecture Clé en français facile, copyright Clé internationale 2020. Chapitre 1. Ite missa est. La porte de l'église de Péribonka s'est ouverte et les hommes ont commencé à sortir. Un instant plus tôt, cette église, construite au bord du chemin, près de la rivière Péribonka qui était gelée, semblait abandonnée. Le chemin et les champs d'alentour étaient couverts d'une neige épaisse, car le soleil d'avril n'envoyait entre les nuages gris que quelques rayons sans chaleur, et les grandes pluies de printemps n'étaient pas encore venues. Toute cette blancheur froide et la forêt, proche, qui semblait une menace, montraient une vie dure dans un pays austère. Les hommes sortaient donc de l'église et l'un d'eux, Napoléon Laliberté, s'est mis à crier, comme toutes les semaines, les nouvelles de la région. « Les travaux du quai vont recommencer! J'ai reçu de l'argent du gouvernement! Tous ceux qui veulent y travailler peuvent venir me trouver cet après-midi! Si vous voulez que cet argent reste dans la région au lieu de retourner à Québec, venez vite me parler !» Certains hommes intéressés sont allés discuter avec lui. Peu après, Napoléon a continué à donner d'autres nouvelles. « Il y a ici 2 hommes qui ont de l'argent pour acheter des pelleteries. Si vous avez des peaux d'ours, ou de visons, ou de renards, allez voir ces hommes au magasin avant mercredi ou bien adressez-vous à François Paradis, de Mistassini, qui est avec eux. Ils ont de l'argent et ils paieront cash pour toutes les peaux de première classe. » Pendant ce temps, les femmes commençaient, à leur tour, à sortir de l'église. Elles étaient presque toutes bien habillées, avec des manteaux de fourrure ou de tissu épais. La messe du dimanche était pour elles comme une fête, et elles aimaient abandonner leurs habits de paysannes pour de plus beaux vêtements. Un paysan qui regardait vers la porte de l'église a soudain annoncé « Maria Chapdelaine est revenue de son séjour à Saint-Prime, et le père Chapdelaine est venu la chercher. » Pour la plupart des gens du village, ces Chapdelaine étaient presque des étrangers. Samuel Chapdelaine, qui a une terre de l'autre côté de la rivière au-dessus de Honfleur, dans le bois, c'est ça. Et la créature qui est avec lui, c'est sa fille. Maria? Ouais, elle était depuis 1 mois à Saint-Prime, dans la famille de sa mère, des Bouchard, parents de Wilfrid Bouchard de Saint-Gédéon. Les regards curieux ont regardé vers la porte de l'église. Un jeune homme s'est écrié « C'est une belle fille !»« Sûr, une belle fille, et vaillante avec ça. Dommage qu'elle reste dans les bois si loin d'ici. Comment est-ce que les jeunes du village pourraient aller veiller chez eux alors qu'ils vivent de l'autre côté de la rivière, en haut des chutes, à plus de 12 milles de distance? Et en plus, les derniers milles sont presque sans chemin. » Les jeunes regardaient avec intérêt cette jeune fille, presque inaccessible, mais quand elle est passée près d'eux avec son père, ils se sont un peu reculés, gênés. Les groupes formés devant l'église se dispersaient peu à peu. Certains rentraient chez eux, d'autres, avant de partir, allaient passer un moment au magasin du village. Ceux qui vivaient près de la forêt détachaient les chevaux et amenaient leurs traîneaux au bas des marches de l'église pour y faire monter femmes et enfants. Samuel Chapdelaine et Maria avaient à peine fait quelques pas sur le chemin quand un jeune homme s'est approché d'eux. « Bonjour, monsieur Chapdelaine. Bonjour, mademoiselle Maria, a-t-il dit. C'est un adon que je vous rencontre, puisque votre terre est plus haut le long de la rivière et que moi-même je ne viens pas souvent par ici. »« François Paradis !» s'est exclamé le père Chapdelaine. « C'est un adon, en effet. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, François. Et entre-temps, ton père est mort. As-tu gardé la terre ?» Le jeune homme n'a pas tout de suite répondu. Il regardait Maria curieusement. « Tu te rappelles de François Paradis de Mistassini, Maria ? Il n'a pas beaucoup changé. »« Vous non plus, monsieur Chapdelaine. Votre fille, c'est différent. Elle a changé. Mais je l'ai reconnue tout de suite. » François Paradis, bien sûr, son père, que je me rappelle de François Paradis. Satisfait, celui-ci a enfin répondu à la question de Samuel Chapdelaine.
Non, monsieur Chapdelaine, je n'ai pas gardé la terre. Quand mon père est mort, j'ai tout vendu, et depuis j'ai presque toujours travaillé dans le bois. J'ai chassé ou bien j'ai fait du commerce avec les indigènes du Grand Lac à Mistassini ou de la rivière au Foin. J'ai aussi passé 2 ans au Labrador. Son regard est allé de Samuel Chapdelaine à Maria, qui a modestement détourné les yeux. « Remontez-vous chez vous aujourd'hui » a-t-il ensuite demandé. « Oui, après dîner. Je suis content de vous avoir vu, parce que je vais passer près de chez vous, en haut de la rivière, dans 2 ou 3 semaines, dès que la glace sera descendue. Je suis ici avec des Belges qui vont acheter des pelleteries aux indigènes. Nous commencerons à remonter à la première eau claire, et si nous allons près de votre terre, au-dessus des chutes, j'irai veiller un soir. Parfait, François, on t'attendra. » Samuel Chapdelaine et Maria sont ensuite allés dîner avec leur parente, Azalma-Larouche, chez qui ils avaient passé la nuit. Il n'y avait là avec eux que leur hôtesse, veuve depuis plusieurs années, et le vieux Nazaire Larouche, son beau-frère. Azalma était une grande femme qui parlait très vite et presque sans cesse, tout en préparant le repas dans la cuisine. De temps à autre, elle arrêtait sa cuisine et s'asseyait en face de ses visiteurs pour donner à ce qu'elle allait dire une importance particulière. Une fois la soupe aux pois prête, tout le monde s'est installé à table. Tout en mangeant, les 2 hommes se sont mis à parler de leur terre et de l'état de la glace du printemps. « Vous pourrez traverser ce soir, » dit Nazaire Larouche. « Mais ce sera juste, et je calcule que vous serez à peu près les derniers. Le courant est fort au-dessous de la chute, et il a déjà plu 3 jours. »« Tout le monde dit que la glace durera encore longtemps, » a ajouté sa belle-sœur. « Vous pouvez encore coucher ici ce soir tous les 2, et après souper, les jeunes gens du village viendront veiller. Pour Maria, ce serait agréable de s'amuser encore un peu avant de retourner là-haut, dans le bois. Elle s'est déjà bien amusée à Saint-Prime, avec des veillées de chant et de jeux presque tous les soirs. Nous vous remercions, mais nous allons nous mettre en route tout de suite après le dîner, pour arriver là-bas de bonne heure. » Une fois le dîner terminé, Maria et son père se sont mis en route. La neige fondue à la surface par les premières pluies et gelant de nouveau sous le froid des nuits était merveilleusement glissante, ce qui permettait au traîneau, tiré par un solide cheval, d'aller bon train. Le chemin glacé longeait la rivière glacée. Sur l'autre rive, les maisons s'espaçaient de plus en plus. Après avoir parcouru 2 milles, les voyageurs se sont retrouvés sur une côte abrupte et sont entrés dans le bois. Les maisons ont alors complètement disparu. Ils étaient maintenant entourés d'une cité de troncs nus sortant du sol blanc. Le traîneau continuait cependant à glisser facilement sur la neige dure. Quelques milles plus tard, les Chapdelaine sont enfin sortis du bois et la rivière est à nouveau apparue. Le chemin descendait maintenant presque à son niveau. Charles Gênes, le cheval, a alors brusquement tourné sur la droite, vers la rivière, s'est raidi et s'est arrêté net au bord de la glace. Avant de faire avancer son animal, le père Chapdelaine est resté quelques secondes immobile, surveillant la surface de l'eau gelée. « Il y a un peu d'eau sur la glace, » a-t-il dit, « et la neige a fondu. Mais nous pouvons traverser. Marche, Charles Gênes !» Le cheval a commencé par sentir la neige, puis s'est mis à traverser. Samuel Chapdelaine, debout, l'encourageait. « Charles Gênes, marche! Marche donc !» a-t-il crié de sa grande voix rude. Ils ont pu enfin traverser. Au moment où ils arrivaient sur l'autre rive, une plaque de glace a bougé un peu sous le traîneau et s'est enfoncée, montrant une eau claire. Samuel Chapdelaine s'est retourné et a dit « Nous serons les derniers à traverser cette saison. » Puis il a laissé son cheval souffler un peu avant de monter la côte. Ils ont continué leur route sans problème. Et enfin, ils ont vu un peu de terre défrichée, de la fumée, et ont entendu les jappements d'un chien. « Ils vont être contents de te revoir, Maria, » dit le père Chapdelaine. « Tu nous as manqué à tous. » Quand l'heure du souper est arrivée, Maria n'avait pas encore fini de répondre aux questions, de raconter tous les incidents de son voyage, de donner les nouvelles de Saint-Prime et de Péribonka. Tite-Bé, assis sur une chaise, en face de sa sœur, ne perdait pas un mot de la conversation.
La petite Alma Rose, debout près d'elle, la tenait par le cou. Télesphore écoutait aussi, en jouant avec le chien. La mère Chapdelaine s'occupait du feu, du repas, allait, venait, sortait de l'armoire les assiettes et les couverts, le pain et le pot de lait. Fréquemment, elle s'arrêtait pour interroger Maria, ou l'écouter et faire des commentaires. Alors l'église est finie. Une belle église en pierre, avec des peintures dedans. Ça doit être beau. Et c'est une petite Perron, une fille d'Abélard Perron de Saint-Jérôme qui fait la classe. 8 ans que je n'ai pas été à Saint-Prime. Ça fait vraiment longtemps. Tiens, a dit Alma Rose, voilà chien qui vient se faire caresser. Maria a baissé les yeux vers le chien qui venait de poser sa longue tête aux yeux tristes sur ses genoux, et elle l'a caressé en lui disant de gentils mots. « Tu lui as aussi manqué, » a ajouté Alma Rose. « Tous les matins, il allait regarder dans ton lit pour voir si tu étais là. » Puis elle a appelé le chien. « Viens, chien, moi aussi, je vais te caresser. » Chien allait de l'une à l'autre, docile, fermant à moitié les yeux à chaque caresse. Maria a regardé autour d'elle pour voir si quelque chose avait changé pendant son absence. « Est-ce que tu as été sage pendant que je n'étais pas là, Alma Rose ?» a-t-elle demandé à sa sœur. C'est la mère Chapdelaine qui a répondu. Alma Rose n'a pas causé de problème, mais Télesphore, c'est autre chose. Il n'est pas méchant, mais il fait toujours des bêtises. Tu le connais. Samuel Chapdelaine est alors entré dans la maison et on a servi le souper. Le bruit des chaises et du banc approchait, les cuillères heurtant les assiettes, Maria a eu l'impression qu'elle entendait ces sons pour la première fois de sa vie, après son absence. Ils lui semblaient différents des sons habituels. Ils avaient une douceur et une solennité particulières, sans doute parce qu'ils se passaient dans cette maison isolée dans les bois. Il finissait de souper lorsqu'un bruit de pas s'est fait entendre au dehors. Chien a dressé les oreilles, mais sans grogner. « Un veilleux, » a dit la mère Chapdelaine. « C'est Eutrope Gagnon qui vient nous voir. » La prophétie était facile, puisque Eutrope était leur unique voisin. L'année précédente, il avait acheté des terres à 2000 de là avec son frère. Ce dernier travaillait au chantier forestier pendant l'hiver, et il était maintenant seul dans la cabane de bois qu'ils avaient construite. Il est entré en disant « Bonsoir à tous. La nuit est claire et le chemin est praticable. Alors, puisque ça marchait bien, j'ai pensé venir veiller et voir si vous étiez revenus. » Comme tous le savaient, il venait pour Maria. Mais c'était au père Chapdelaine seulement qu'il s'adressait. Il a alors enlevé son bonnet de laine et a pris la chaise qu'on lui avançait. « Le temps est doux. C'est étrange qu'il ne mouille pas. On voit que les pluies de printemps arrivent. » Et c'est ainsi qu'a commencé cette conversation de paysans, dont le sujet est, en général, l'éternelle lamentation canadienne, la plainte sans révolte contre le poids du long hiver. Les animaux sont dans l'étable depuis la fin septembre, et il ne reste presque plus rien dans la grange, a dit la mère Chapdelaine. J'espère que le printemps ne tardera pas à arriver. Dans 3 semaines au moins on pourra les mettre dehors. Un cheval, 3 vaches, un cochon et des moutons, sans compter les poules. C'est que ça mange, a dit Tite-Bé d'un air de grande sagesse. À 14 ans, il parlait déjà avec les hommes. 8 ans plus tôt, il avait commencé à soigner les animaux et à apporter chaque jour dans la maison, sur son petit traîneau, la provision de bois nécessaire. Depuis 2 ans, il coupait du bois et travaillait avec son père. Il conduisait le grand traîneau sur la neige dure, semait et moissonnait sans conseil. Il avait donc le droit d'exprimer librement son avis comme les autres. Ce doit être agréable de vivre dans un pays où il n'y a presque pas d'hiver, et où la terre nourrit les hommes et les animaux, a dit la mère Chapdelaine. Ici, c'est l'homme qui nourrit les animaux et la terre à force de travail. Si nous n'avions pas Esdras et Dabé dans le bois, qui gagnent de l'argent, comment ferions-nous ? Pourtant, la terre est bonne par ici, a répondu Eutrope Gagnon. La terre est bonne, mais il faut se battre avec le bois pour l'avoir. Et pour vivre, il faut économiser sur tout, et travailler du matin au soir, et tout faire soi-même, parce que les autres maisons sont bien loin. La mère Chapdelaine s'est tue et a soupiré. Elle pensait toujours avec envie au village où la terre est défrichée et cultivée depuis longtemps,
et où les maisons sont proches les unes des autres. Son mari a alors serré les poings et a hoché la tête d'un air obstiné. « Attends quelques mois seulement. Quand les garçons reviendront du bois, nous nous mettrons au travail, eux deux, Tite-Bé et moi, et nous allons faire de la terre. Dans 2 ans, nous aurons de quoi bien nourrir les animaux. Je te dis que nous allons faire de la terre. » Pendant la conversation, Maria regardait parfois discrètement Eutrope Gagnon, et puis détournait aussitôt les yeux très vite, parce que chaque fois, elle surprenait ses yeux à lui, fixés sur elle, pleins d'une certaine adoration. Depuis 1 an, elle appréciait ses visites fréquentes, et de voir chaque dimanche soir son bon visage qui respirait la bonne humeur et la patience. Mais cette courte absence d'1 mois semblait avoir tout changé. Elle avait l'impression qu'une nouvelle étape de sa vie allait commencer et qu'Eutrope Gagnon n'allait pas en faire partie. Comme les sujets de conversation étaient finis, ils se sont mis à jouer aux cartes. Puis Eutrope a regardé sa montre et a vu qu'il était temps de partir. Il a fait ses adieux, a ouvert la porte et a dit « Il mouille !» Ses hôtes sont venus jusqu'à la porte et ont regardé à leur tour. La pluie commençait, une pluie de printemps aux larges gouttes sous laquelle la neige commençait à fondre. « L'hiver est presque fini », a dit le père Chapdelaine. Maria est restée un moment à la porte et a écouté le doux bruit de la pluie. Le printemps n'est pas loin. Le printemps n'est pas loin. Elle sentait que, cette année, le printemps serait différent. 3 jours plus tard, en ouvrant la porte le matin, Maria a entendu un son inhabituel. C'était un mugissement lointain et continu, le tonnerre des grandes chutes qui étaient restées glacées et muettes tout l'hiver. « La glace descend !» a-t-elle dit en rentrant. « On entend les chutes !» Alors ils se sont tous mis à parler une fois de plus de la saison qui arrivait et des travaux qui allaient devenir possibles. Mais amenait une alternance de pluie chaude et de beaux jours ensoleillés qui faisaient disparaître peu à peu le gel accumulé pendant le long hiver. Au cours de la journée, la mère Chapdelaine ou Maria ont ouvert au moins 10 fois la fenêtre pour profiter de la douceur de l'air, pour écouter le chuchotement de l'eau courante et cette autre grande voix qui annonçait que la rivière Péribonka s'était libérée et transportait joyeusement vers le grand lac les bancs de glace venus du nord. Le soir, le père Chapdelaine s'est assis à la porte de la maison et a dit pensivement « François Paradis va bientôt passer. Il a dit qu'il viendrait peut-être nous voir. » Maria a répondu « Oui », très doucement, ravie qu'une ombre cachait son visage à ce moment-là. En effet, 10 jours plus tard, il s'est présenté longtemps après la nuit tombée. Les femmes étaient seules à la maison avec Tite-Bé et les enfants, car le père était allé chercher des graines à Honfleur et devait rentrer le lendemain. Télesphore et Alma-Rose étaient couchés. Tite-Bé bavardait avec sa sœur et sa mère quand Chien s'est mis à aboyer plusieurs fois. Presque aussitôt, on a entendu frapper légèrement à la porte. La mère a ouvert et le visiteur est entré. Il s'est excusé de l'heure tardive, mais sans timidité. « Nous campons en haut des chutes », a-t-il dit. « Il a fallu monter la tente et installer les Belges pour la nuit. Quand je suis parti, je savais bien que ce n'était plus l'heure d'aller faire des visites et que les chemins à travers les bois seraient mauvais pour venir. Mais je suis venu quand même, et quand j'ai vu la lumière... » Ses grandes bottes indiennes étaient couvertes de boue. Il soufflait un peu en parlant, comme un homme qui a couru. « Tu as changé, Tite-Bé » a-t-il ajouté. La mère Chapdelaine le regardait d'un air plein d'intérêt, heureuse de recevoir une visite. « Toi, tu n'as pas changé depuis 7 ans, mais tu dois aussi trouver Maria différente. C'est que je l'avais déjà vue l'autre jour à Péribonka. » En disant cela, il s'est mis à examiner la jeune fille. Il l'a trouvée belle, et soudain, il a pris conscience que sa vue le troublait. Maria souriait, un peu gênée, et au bout d'un moment, elle a levé les yeux et s'est mise à le regarder aussi. Il était beau, pas de doute, et avait des traits fins. Elle pensait qu'il était toujours sûr de lui, et a été surprise de constater qu'il parlait peu et était d'une grande simplicité. Laura Chapdelaine
a continué à lui poser des questions. « Alors tu as vendu la terre quand ton père est mort, François ?»« Oui, j'ai tout vendu. Je n'ai jamais beaucoup aimé le travail de la terre, vous savez. Travailler dans les chantiers forestiers, chasser, gagner un peu d'argent de temps en temps en servant de guide, ou faire du commerce avec les indigènes, ça me plaît. Mais gratter toujours le même morceau de terre, d'année en année, et rester toujours au même endroit, ce n'est pas pour moi. C'est vrai, il y a des hommes comme cela. Samuel, par exemple, et toi, et d'autres encore. On dirait que le bois a une sorte de magie pour vous faire venir. Vous préférez vous geler l'hiver, vous faire manger par les mouches l'été, dormir dans une tente sur la neige au lieu de vivre tranquillement sur une belle terre, là où il y a des magasins et des maisons. Voyons, un beau morceau de terre dans un village, une bonne maison bien chaude, des animaux gras dans une étable, c'est plus agréable que la vie que tu mènes. François Paradis regardait le sol sans répondre, un peu honteux peut-être d'avoir des goûts étranges. « C'est une belle vie pour ceux qui aiment la terre, » a-t-il enfin dit. « Mais moi, je n'aurais pas été heureux. » C'était l'éternel malentendu des deux races, les pionniers et les sédentaires, les paysans venus de France qui avaient continué sur le sol nouveau leur vie de cultivateurs, et ces autres paysans en qui le vaste pays sauvage avait réveillé le désir d'aventure. Depuis toujours, Maria avait entendu sa mère vanter les avantages de vivre dans un village et d'avoir une ferme, et jusqu'à présent, elle croyait que c'était ce qu'elle désirait. Mais maintenant, elle n'en était plus aussi sûre. Elle savait en tout cas qu'aucun des jeunes gens riches de Saint-Prime qu'elle avait connus, avec leurs beaux habits, n'était l'égal de François Paradis, avec ses bottes pleines de boue et son vieux pull de laine. François a continué la conversation en parlant avec simplicité de ses voyages sur la côte nord du Golfe ou bien dans le haut des rivières. Là-haut, les hivers sont plus durs encore qu'ici et plus longs. On n'a que des chiens pour atteler au traîneau, de beaux chiens forts et intelligents. Puis il y a aussi des villages, mais presque pas de culture. Les hommes vivent de la chasse et de la pêche. Non, je n'ai jamais eu de problème avec les indigènes. Je me suis toujours bien entendu avec eux. Ceux de la Mistassini et de la rivière d'Issite, je les connais presque tous, parce qu'ils venaient chez nous avant la mort du père. Il s'est ensuite arrêté de parler et s'est levé pour partir. Nous redescendrons dans quelques semaines et j'essaierai de m'arrêter plus longtemps, a-t-il dit. C'est agréable de se revoir. Avant de sortir, ses yeux clairs ont cherché les yeux de Maria, qui a gardé les siens baissés. Une fois le jeune homme parti, Laura Chapdelaine a dit « Quel plaisir d'avoir de la visite, alors qu'on ne voit presque que Trope-Gagnon d'un bout de l'année à l'autre. Voilà ce que c'est que de rester si loin dans le bois. » Et elle a poussé un soupir. Maria, elle, a pensé qu'elle n'avait vu François Paradis que 2 fois depuis qu'elle était une jeune fille, et elle avait du mal à comprendre pourquoi elle était si émue quand il était près d'elle. Au mois de juin, après quelques jours froids, le vrai printemps est venu brusquement. Le soleil s'est mis à chauffer la terre et les bois, et les dernières plaques de neige ont disparu. Esdras et Da'Bé Chapdelaine sont enfin revenus des chantiers où ils avaient travaillé tout l'hiver. Esdras était l'aîné de tous, un grand garçon brun au corps massif et au caractère un peu rude mais bon. Da'Bé était aussi grand, mais plus mince, vif et gai, et ressemblait à son père. « Dès que les garçons seront là, nous allons faire de la terre, » avait dit le père. Ils s'y mirent en effet sans tarder, avec l'aide d'Edwige Légaré, leur homme engagé, qui travaillait pour les Chapdelaine tous les étés depuis 11 ans. Entre les quelques champs déjà défrichés et la lisière du bois, s'étendait un vaste morceau de terrain qui n'avait pas encore été dégagé. Les 5 hommes se sont donc dirigés un matin vers cet endroit et se sont mis aussitôt au travail, retirant les arbres morts, arrachant les racines, les herbes folles. Ce dur labeur a duré 3 longues semaines. Il faisait beau et les hommes, malgré la chaleur, travaillaient sans relâche. Le résultat s'est bientôt vu. Un beau champ commençait à apparaître. Un soir où il faisait un petit vent agréable, Maria et sa mère sont restées un moment dehors pour prendre le frais.
Si le beau temps continue, a dit la mère Chapdelaine, les bleuets seront mûrs pour la fête de Sainte-Anne. Le beau temps a en effet continué, et dès les premiers jours de juillet, les bleuets ont commencé à mûrir. Partout où les arbres laissaient passer le soleil, le sol avait été jusque-là presque entièrement couvert de fleurs roses. Les premiers bleuets, roses aussi, s'étaient confondus avec ces fleurs, mais sous la chaleur persistante, ils ont lentement pris une couleur bleu pâle, puis bleu plus fort, enfin bleu-violet, et quand juillet a ramené la fête de Sainte-Anne, leurs plants étaient chargés de beaux fruits. Les forêts du pays de Québec sont riches en baies sauvages, mais le bleuet est la plus abondante de toutes et la plus savoureuse. Sa cueillette se fait de juillet à septembre. Les familles cueillent les bleuets souvent pour eux-mêmes, afin d'en faire des confitures ou les fameuses tartes qui sont le dessert national du Canada français. Le jour de la fête de Sainte-Anne, a dit un jour la mère Chapdelaine, nous irons tous en cueillir. Les hommes aussi, et ceux qui n'en rapporteront pas un plein seau n'en mangeront pas. Le samedi soir, qui était la veille de la fête de Sainte-Anne, a été pour les Chapdelaine une veillée mémorable dont tous allaient se souvenir. Quand les hommes sont revenus du travail, Eutrope Gagnon était déjà là. Il avait déjà soupé et, pendant que les autres prenaient leur repas, il est resté assis près de la porte pour profiter du courant d'air frais. Le souper terminé, le thème de la conversation a naturellement été sur les travaux de la terre et le soin du bétail. « À 5 hommes, dit Eutrope, on peut abattre beaucoup de travail en peu de temps. Mais quand on travaille seul comme moi, sans cheval, c'est dur, et ça n'avance pas beaucoup. » La mère Chapdelaine, qui l'aimait bien, a voulu l'encourager. « Ça ne va pas si vite seul, c'est vrai, mais votre frère Égide va revenir de la Drave à temps pour la moisson. Et si vous restez tous les deux ici l'hiver prochain, dans moins de 2 ans, vous aurez une belle terre. » Il a approuvé de la tête, et involontairement son regard s'est dirigé vers Maria, signifiant que, d'ici 2 ans, si tout allait bien, il pourrait peut-être penser à... Tout à coup, chien a grogné, et un bruit de pas s'est fait entendre au dehors. « Encore de la visite !» s'est écriée la mère Chapdelaine d'un ton joyeux. Maria s'est levée, émue, et a arrangé ses cheveux. Mais celui qui a ouvert la porte était Éphrem Surprenant, un habitant de Honfleur. « On vient veiller !» a-t-il crié de toutes ses forces, en homme qui annonce une grande nouvelle. Derrière lui est entré un inconnu, qui saluait et souriait avec politesse. « C'est mon neveu Lorenzo !» a annoncé de suite Éphrem Surprenant. « Un garçon de mon frère Elzéar, qui est mort l'automne passé. Vous ne le connaissez pas. Il a quitté le pays il y a longtemps pour vivre aux États. Là-bas, il travaille dans les manufactures. » Tous ont examiné avec une curiosité simple Lorenzo Surprenant. Il avait un visage aux traits fins, des yeux tranquilles et doux, des mains blanches. « Il est venu, » continuait son oncle, « pour régler les affaires qui restaient après la mort d'Elzéar et pour essayer de vendre la terre. » « Il n'a pas envie de garder la terre et de revenir ?» a demandé le père Chapdelaine. Lorenzo Surprenant a accentué son sourire et a secoué la tête. « Non, je n'ai pas envie de revenir. Pas du tout. Je gagne bien ma vie là où je suis. Je me plais bien. »« Alors vous allez vendre la terre ?»« Ouais, on en a parlé avec 3 Français qui sont arrivés à Mistook le mois dernier. Je pense que ça va se faire. » « Et il y a des Canadiens là où vous êtes ? Est-ce qu'on parle français ? » Là où j'étais en premier, dans l'État du Maine, il y avait plus de Canadiens que d'Américains ou d'Irlandais. Tout le monde parlait français. Mais où je vis maintenant, dans l'État de Massachusetts, il y en a moins. Quelques familles seulement. Alors on va veiller le soir. Il s'est mis à parler de sa vie là-bas, et tout le monde l'écoutait en silence. La nuit tombait, et les maringouins arrivaient si nombreux qu'ils formaient une sorte de mugissement. « Télésphore !» a commandé le père Chapdelaine. « Fais-nous de la boucane !» Télésphore est sorti, a pris un seau, l'a placé à l'entrée de la maison, y a mis de la terre, a ajouté des brindilles de bois sec et a allumé le tout. Quand le feu est monté en une flamme claire, il a ajouté des herbes et des feuilles pour couvrir la flamme.
Une colonne de fumée s'est aussitôt élevée, que le vent a poussée dans la maison, chassant les moustiques affolés. Tout le monde a alors poussé un soupir de soulagement. Le dernier maringouin s'est alors posé sur le visage de la petite Alma Rose. Gravement, elle a dit « Mouche, mouche diabolique, mon nez n'est pas une place publique !» Puis elle a écrasé rapidement la vilaine bête. « Salut tout le monde !» a dit soudain une voix claire. François Paradis est alors sorti du nuage de fumée et est entré dans la maison. Maria attendait sa venue depuis plusieurs semaines déjà. En le voyant, elle a senti son cœur battre plus vite. « Donne donc ta chaise, Da'Bé !» s'est exclamée la mère Chapdelaine. 4 visiteurs venus de 3 points différents réunis chez elle. Quel bonheur pour elle. « Hé !» s'est écrié son mari. « Tu dis toujours que nous sommes perdus dans le bois et que nous ne voyons personne. Compte, 11 grandes personnes. » Toutes les chaises de la maison étaient occupées. « Par exemple, » s'est écrié Ephrem surprenant, « ça fait bien des garçons et rien qu'une fille. » Tous les regards se sont tournés vers Maria, qui a souri timidement et a baissé les yeux gênés. « As-tu fait bon voyage, François ? Il a remonté la rivière avec des étrangers qui allaient acheter des pelleteries aux indigènes, » a expliqué le père Chapdelaine. Et il a présenté François Paradis aux autres visiteurs. « Un bon voyage ?» a répondu François. « Non, pas trop. Il y a un des Belges qui a eu de la fièvre et qui a manqué mourir. Après ça, on est arrivé trop tard. Plusieurs familles d'indigènes étaient déjà descendues à Sainte-Anne de Chicoutimi, et on n'a pas pu les voir. Mais les Belges ont pu finalement acheter ce qu'ils voulaient, et voilà une job de fête. » Pendant cette conversation, Esdras était allé chercher le jeu de cartes, et ils ont commencé à jouer. La nuit était tout à fait tombée. Par la fenêtre ouverte, quelques mouches sont entrées et se sont promenées dans la maison. « Télesphore !» a crié Esdras. « Surveille la boucane ! Voilà les mouches qui rentrent !» Quelques minutes plus tard, la fumée emplissait de nouveau la maison, un peu étouffante, mais accueillie avec joie. Entre les parties de cartes, Lorenzo surprenant parlait de sa vie et de ses voyages à Maria, ou bien il l'interrogeait sur sa vie à elle. Elle lui répondait, mais elle était assez mal à l'aise, car elle voyait qu'elle avait bien peu de choses à raconter en comparaison avec le jeune homme. Il était constamment à côté d'elle. Elle sentait aussi que Trope-Gagnon la regardait souvent. Mais elle regardait de temps en temps discrètement François Paradis, muet, avec son beau visage, rougi par le soleil, et ses yeux intrépides. La nuit avançait, les visiteurs ont décidé de partir. Les 2 surprenants d'abord, puis Eutrope-Gagnon. Il ne restait plus que François Paradis, debout, qui semblait hésiter. « Tu couches ici ce soir, François ?» a demandé le père Chapdelaine. Sa femme n'a pas attendu de réponse. « Bien sûr, a-t-elle dit. Et demain, on ira tous ramasser des bleuets. C'est la fête de Sainte-Anne. » Lorsque, quelques instants plus tard, François a monté l'échelle avec les garçons, Maria en a ressenti un grand plaisir. Il lui paraissait ainsi un peu plus près d'elle. Le lendemain, il faisait très beau. Quand François Paradis est apparu, il était métamorphosé. Il avait emprunté des vêtements propres à Da'Bé et à Esdras, avait fait sa toilette et s'était rasé. Le programme de la journée était chargé. On a donc décidé de dîner tôt. Eutrope-Gagnon est arrivé juste au moment où la famille Chapdelaine et leurs invités finissaient leur repas. Peu après, ils sont tous partis, munis d'une multitude de seaux et de plats. Les bleuets étaient bien mûrs. Les enfants se sont mis à les cueillir tout de suite avec des cris de joie. Mais les grandes personnes se sont dispersées dans le bois pour chercher les endroits où il y en avait en abondance, afin de remplir plus rapidement les seaux. « Il y en a une belle quantité icitte !» a appelé une voix. Maria s'est redressée, le cœur battant, et est allée retrouver François Paradis. Côte à côte, ils ont ramassé des bleuets pendant quelque temps, puis ils sont allés plus loin ensemble dans le bois, cherchant du regard autour d'eux les taches violettes des baies mûres. « Il me semble qu'il y en a moins cette année, » a dit François. « Ce sont les gelées de printemps qui les ont fait mourir. »
Ils ont continué à chercher et ont fini par en trouver de très belles. Ils ont pu remplir leur seau en 1 heure. Ensuite, ils se sont assis sur un arbre tombé pour se reposer. D'innombrables maringouins tourbillonnaient dans l'air brûlant de l'après-midi. À chaque instant, il fallait les écarter d'un geste. François Paradis a regardé autour de lui comme pour s'orienter. « Les autres ne doivent pas être loin », a-t-il dit. « Non », a répondu Maria à voix basse. Mais ni l'un ni l'autre n'a poussé de cri d'appel. François Paradis a regardé Maria à la dérobée, puis a détourné de nouveau les yeux en serrant très fort ses mains l'une contre l'autre. Elle était belle à contempler. Il sentait qu'elle était de ces femmes qui, lorsqu'elles se donnent tout sans compter. « Je vais descendre à grand-mère la semaine prochaine », a-t-il dit à mi-voix. « Je vais y travailler tout l'été, et à l'automne, je suis sûr de trouver une job comme contremaître dans un chantier. Là, je gagnerai plus d'argent. Au printemps prochain, je reviendrai. » Il a hésité un moment, puis a demandé « Vous serez encore icitte, au printemps prochain ?»« Oui. » Et après cette simple question et sa plus simple réponse, ils se sont tus et sont restés longtemps ainsi, muets et solennels, parce qu'ils avaient échangé leur serment. En juillet, les foins ont commencé à mûrir grâce au beau temps. Fin août, les chapdelaines ont pu les couper pour les garder dans la grange. Pendant 5 jours, les Garé, Esdras et le père Chapdelaine ont fauché. Dabé et Titbé les ont suivis pas à pas avec les râteaux et ont mis tout de suite en tas le foin coupé. Ils ont travaillé de l'aube à la nuit sans perdre une seconde. Chez les Chapdelaine, les femmes ne participaient pas aux travaux des champs. Pendant le temps des foins, Maria et sa mère faisaient donc leurs tâches habituelles. Le nettoyage de la maison, la préparation des repas, la lessive, la traite des 3 vaches et le soin des poules, et 1 fois par semaine, la cuisson du pain qui se prolongeait souvent tard dans la nuit. Un soir, après avoir fait la première fournée de pain, comme il était déjà tard, Maria a dit à sa mère qu'elle pouvait aller dormir, qu'elle allait s'occuper de la 2e fournée. Pendant que le pain cuisait, elle est allée s'asseoir à la porte de la maison pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Et elle s'est mise à penser à François Paradis, à son retour au printemps, au plaisir de le revoir, aux mots qu'il lui dirait quand il se trouverait de nouveau seul, aux premiers gestes d'amour. Elle a d'abord prononcé 2 ou 3 fois son nom entier, cérémonieusement, comme les autres le prononçaient. François Paradis. François Paradis. Et tout à coup, intimement, François. C'est fait. Il est là, devant elle, avec sa haute taille et sa force, son visage brûlé par le soleil et ses yeux intrépides. Il est revenu, heureux de la revoir. Il n'y a pas encore de bleuets à cueillir, puisque c'est le printemps, mais il trouve une bonne raison pour s'en aller ensemble, dans le bois. Il marche à côté d'elle, sans la toucher, ni rien lui dire. Maintenant ils sont assis sur un arbre tombé, et voici qu'il parle. « Je vous ai manqué, Maria ?» C'est cela qu'il demandera d'abord. Mais elle ne peut pas aller plus loin dans son rêve. Le temps lui semblera bien long avant le retour de François. L'été doit finir, puis viendra l'automne, et ensuite tout l'interminable hiver. Maria soupire. Mais son infinie patience revient bientôt, et elle commence à penser à elle-même et à ce que tout cela signifie pour elle. Quand elle pense à François Paradis, à son aspect, à sa présence, à ce qu'ils sont et seront l'un pour l'autre, elle et lui, quelque chose brûle en elle. « Le pain doit être cuit », se dit-elle. Mais elle ne peut se résoudre à se lever. Elle a peur de rompre le rêve heureux qui ne fait que commencer. Début septembre, il faisait toujours beau temps. Mais un soir, le vent a tourné brusquement et au matin, la pluie tombait. Elle est tombée irrégulièrement pendant 1 semaine, et quand elle s'est arrêtée et que le vent du nord-ouest a recommencé à souffler, l'automne était venu. L'automne, déjà. Un matin, Maria, en se levant,
a vu la première neige descendre du ciel en innombrables flocons. Le sol était blanc, tout semblait indiquer que l'automne était déjà fini. Mais Edwige Légaré a dit « Après la première neige, on a encore un mois avant l'hiver. J'ai toujours entendu les vieux dire ça. » Il avait raison, car 2 jours plus tard, une pluie a fait fondre la neige. Pourtant, c'était le signe qu'il fallait commencer les préparatifs pour se défendre contre les grands froids et la neige définitive. Les Chapdelaine ont donc fait des provisions de bois et de nourriture, lard, farine et autres denrées. En novembre, Esdras, Da'Bé et Edwige Légaré sont repartis pour les chantiers forestiers. La maison est alors à nouveau devenue le centre du monde, et en vérité le seul endroit où on pouvait vivre. Le grand poêle de fonte était l'élément principal de la maison. À chaque instant, un membre de la famille allait sous l'escalier chercher 2 ou 3 bûches et les mettait dans le poêle. Quand la chaleur semblait diminuer, la mère Chapdelaine disait d'un ton inquiet « Ne laissez pas mourir le feu, les enfants !» Et Maria, Tit'Bé ou Télesphore jetaient un œil sur le poêle puis couraient chercher plus de bois. Le temps changeait régulièrement. Parfois, il faisait soleil et la neige brillait, mais l'air était glacé. D'autres jours, le temps était plus doux, mais la neige tombait abondamment. Puis le lendemain, le ciel était de nouveau clair, mais le vent du nord-ouest soufflait, terrible. « Il doit faire très froid dans le bois », s'est dit Maria. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait parlé tout haut. « Dans le bois, il fait moins froid qu'ici », a répondu son père. « Quand il y a beaucoup d'arbres, on ne sent pas le vent. Ne t'inquiète pas, Esdras et Da'Bé ne souffrent pas. » Non ? Ce n'était pas à Esdras ni à Da'Bé qu'elle avait d'abord pensé. Depuis la venue du froid, on avait souvent parlé des fêtes chez les Chapdelaine, et voici que les fêtes approchaient. « Je me demande si nous aurons de la visite pour le jour de l'an, » a dit un soir la mère Chapdelaine. « Azalma Larouche n'est pas loin, mais elle ne voudra pas venir. Ceux de Saint-Prime ne feront pas non plus le voyage. Peut-être que Wilfrid ou Ferdinand viendront de Saint-Gédéon, si la glace est belle sur le lac. » Un soupir a montré qu'elle pensait à l'animation des villages, pendant les fêtes, aux repas de famille, aux visites inattendues des parents qui arrivent en traîneau, bien protégés par des couvertures et des fourrures. Maria pensait à autre chose. « Si les chemins sont aussi mauvais que l'an dernier, a-t-elle dit, on ne pourra pas aller à la messe de minuit. J'aurais bien aimé y aller cette année. » Par la petite fenêtre, elle regardait le ciel gris et s'attristait d'avance. Au milieu de décembre, la neige s'est mise à tomber avec abondance, fine et sèche comme une poudre, et 3 jours avant Noël, le vent du nord-ouest s'est levé et a en quelque sorte effacé les chemins. Dès le lendemain de la tempête, le père Chapdelaine a attelé son cheval au grand traîneau et est parti, muni de pelle avec Tit'Bé, pour essayer de redessiner la route ou d'en tracer une autre. Les 2 hommes sont revenus à midi, épuisés, blancs de neige, et ont dit qu'on ne pourrait pas passer avant plusieurs jours. Il fallait se résigner. La veille de Noël, le temps était froid, mais calme. Les 2 hommes sont à nouveau sortis de bonne heure pour tenter encore de tracer un chemin, mais en vain. Ensuite, tous se sont mis à réaliser leurs tâches habituelles. Les hommes sont allés s'occuper des animaux à l'étable, et Maria et sa mère ont nettoyé la maison et ont fait les préparatifs du souper. Ensuite, Maria s'est mise à tricoter car elle voulait terminer le pull qu'elle pensait offrir à son père le jour de l'an. Après le souper, les Chapdelaine ont prié ensemble, puis ont chanté des cantiques et des chansons traditionnelles. « Tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. » Et maintenant, une autre chanson. « Laquelle ?» a dit le père, et sans attendre de réponse, il a commencé. « 3 gros navires sont arrivés, chargés d'avoine, chargés de blé. Nous irons sur l'eau, nous y promener, nous irons jouer dans l'île. » « Non, pas celle-là, » a dit Maria. « Clairefontaine. Ah, c'est beau, ça. » « À la Clairefontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et on a continué ainsi, jusqu'à tard. Ensuite, on a déshabillé et couché la petite Alma Rose, qui s'était endormie sur les genoux de son père. Télesphore n'a pas tardé à la suivre. Bientôt, Tite-Bé, à son tour, s'est étiré, puis il a rempli le poêle de bois et est monté. Le père Chapdelaine a fait un dernier voyage à l'étable et est rentré en courant disant que le froid augmentait. En allant se coucher, il a dit à Maria, qui était maintenant seule dans la pièce, « Tu n'oublieras pas d'éteindre la lampe ?» ?»« Non, son père. » Elle l'a éteinte tout de suite, préférant l'ombre, et est allée s'asseoir près de la fenêtre. « J'ai prié, » s'est dit Maria, « mais je n'ai pas encore demandé de faveur, pas avec des mots. » François Paradis. Naturellement, son souhait se rapportait à François Paradis. Qu'il n'ait pas de problème dans le bois, qu'il revienne au printemps, en pensant à ce retour, à lui, à son beau visage, brûlé par le soleil qui se penchera vers le sien, Maria oublie tout le reste et regarde longtemps sans les voir, le sol couvert de neige et la lisière proche des bois menaçants. Le jour de l'an, aucun visiteur n'est venu. Vers le soir, la mère Chapdelaine, un peu déçue, a caché sa mélancolie sous la forme d'une gaieté exagérée. « Personne n'est venu, a-t-elle dit, mais ce n'est pas une raison pour être triste. Nous allons faire de la tire. » Les enfants ont poussé des cris de joie et ont suivi des yeux les préparatifs, avec un intérêt passionné. On a fait cuire un mélange de sirop d'érable et de cassonade. Quand la cuisson a été suffisamment avancée, Télesphore a rapporté du dehors un grand plat rempli de belle neige blanche. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table, pendant que la mère Chapdelaine laissait tomber le sirop en ébullition goutte à goutte sur la neige, où il se figeait et devenait des friandises appétissantes. La tire était faite. Les enfants en dégustaient les premiers morceaux quand on a frappé à la porte. « Eutrope Gagnon, » a dit le père. « J'étais sûr qu'il allait veiller avec nous ce soir. » C'était Eutrope Gagnon, en effet. Il est entré, a souhaité le bonsoir à tout le monde, a posé son bonnet sur la table. Maria le regardait, une rougeur aux joues. La coutume veut que le jour de l'an, les garçons embrassent les filles. Et Maria savait fort bien qu'Eutrope, malgré sa timidité, allait le faire. Elle restait immobile près de la table et attendait. Elle aurait aimé recevoir un baiser de quelqu'un d'autre. Pourtant, le jeune homme a pris la chaise qu'on lui offrait et s'est assis les yeux à terre. « Tu es la seule visite que nous avons eue aujourd'hui, » a dit le père Chapdelaine. « Mais j'imagine que tu n'as vu personne non plus. J'étais sûr que tu viendrais veiller. »« En effet, je voulais venir vous voir, mais j'ai appris des nouvelles que je voulais vous annoncer. »« Ah !» Il continuait à baisser les yeux. « À voir ton visage, je pense que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. »« Ouais. » La mère Chapdelaine s'est levée et a demandé d'un ton angoissé. « C'est au sujet des garçons ?»« Non, madame Chapdelaine. Esdras et Da'Bé vont bien. Les nouvelles concernent un garçon que vous connaissez bien. » Il a hésité un instant et a prononcé le nom à voix basse. « François Paradis. » Il a regardé un instant Maria, puis a de nouveau baissé les yeux. Mais elle n'a pas remarqué le coup d'œil chargé de sympathie qu'il lui avait adressé. Il y a eu un grand silence, puis Eutrope a continué. « Voilà ce qui s'est passé. Vous savez peut-être qu'il était contremaître dans un chantier en haut de la Tuque, sur la rivière Vermillon. Quand le milieu de décembre est venu, il a dit tout à coup au patron qu'il allait partir pour venir passer les fêtes au lac Saint-Jean, icitte. Le patron ne voulait pas, naturellement. Quand les hommes se mettent à prendre des vacances de 10 à 15 jours en plein milieu de l'hiver, cela perturbe le chantier. Il ne voulait pas et il le lui a bien dit. Mais vous connaissez François. Quand il avait une chose en tête, impossible de le faire changer d'avis. Il a répondu qu'il voulait aller au Grand Lac pour les fêtes et qu'il irait. Alors le patron l'a laissé faire, par peur de le perdre, car c'était un excellent travailleur et qu'en plus il connaissait bien le bois.
Eutrope parlait lentement, mais sans chercher ses mots. Il s'était sûrement préparé à l'avance. Maria, malgré son angoisse, a tout à coup pensé « François a voulu venir ici pour les fêtes, pour me voir. » Eutrope a poursuivi. « On a dit à François qu'il ne trouverait pas de transport, mais il a répondu qu'il marcherait tout le chemin et qu'il arriverait au Grand Lac en suivant les rivières, la rivière Croche d'abord, et puis la rivière Ouatchouane. »« Ah, je connais, » a dit le père Chapdelaine. « Ça peut se faire. »« Oui, mais pas à cette saison, monsieur Chapdelaine. » Tout le monde là-bas a dit à François qu'il ne fallait pas faire ce voyage en plein hiver, au temps des fêtes, avec le froid qu'il faisait, et seul. Mais il est parti, et il s'est écarté. La tempête l'a surpris dans les bois et il s'est arrêté un jour. On sait ça grâce aux indigènes qui ont trouvé l'abri en branches de sapin qu'il s'était fait et ses pistes. Il est reparti parce qu'il n'avait presque pas de provisions et qu'il voulait arriver au plus vite, je pense. Mais le temps était encore très mauvais, la neige tombait, le vent soufflait fort et, toujours d'après les indigènes, ces pistes s'éloignaient de la rivière Croche et s'en allaient vers le nord. Et cela a provoqué son malheur. C'était un homme bon, fort et vaillant, mais sans méchanceté. Il a alors levé les yeux vers Maria et a répété avec force « C'était un homme bon ». Maria a compris que c'était pour elle qu'il disait cela, car il avait deviné son chagrin. Mais elle ne pouvait pas parler. Dès que le dénouement du récit tragique était devenu clair pour elle, une main avait pénétré dans sa poitrine et lui serrait durement le cœur. D'autres mots ont été échangés, mais elle n'entendait plus rien. Eutrope est ensuite parti. Il était l'heure de se coucher. Laura Chapdelaine a posé doucement sa main sur l'épaule de sa fille et lui a dit de venir. Mais Maria a préféré rester un moment seule. « Comme il a dû souffrir là-bas dans la neige », s'est-elle dit. Elle a très froid et elle s'approche du poêle, mais elle ne sent pas la chaleur qui entre en elle. Elle ne cesse de frissonner en pensant au pays glacé qui l'entoure, au bois profond, à François Paradis qu'elle ne peut encore imaginer insensible et qui doit avoir si froid dans son lit de neige. Les mois ont passé. Depuis l'horrible nouvelle, Maria n'a pensé à aucun moment que sa vie était finie, ou que le monde allait être pour elle un douloureux désert sans François Paradis. Elle réalisait ses tâches quotidiennes comme de coutume, mais elle était malheureuse et elle savait que ce chagrin allait durer. Un jour, début mars, Tite-Bé, qui revenait de Honfleur, a déclaré qu'il y avait le soir, chez Ephrem Surprenant, une grande veillée et qu'ils étaient invités. Quelqu'un devait rester garder la maison. Tite-Bé s'est aussitôt proposé. Honfleur, le village le plus proche de leur maison, était à 8 milles de distance. C'était peu en traîneau et en bonne compagnie. Il y avait du monde chez Ephrem Surprenant. Plusieurs habitants du village d'abord, puis les 3 Français qui avaient acheté la terre de son neveu Lorenzo, et enfin, à la grande surprise des Chapdelaine, Lorenzo lui-même, revenu encore une fois des États-Unis pour ses affaires d'héritage. Il a accueilli Maria avec une grande amabilité et s'est assis à côté d'elle. Les visiteurs se sont mis à parler du temps, de l'état des chemins, des nouvelles de la région. Puis Samuel Chapdelaine s'est tourné vers les 3 Français et leur a demandé « Alors, vous voilà ici pour travailler la terre ? Comment trouvez-vous le Canada ? C'est un beau pays, neuf, vaste. Il y a beaucoup de mouches en été et les hivers sont pénibles. Mais je suppose que l'on s'y habitue peu à peu. Dans votre pays, avant de venir ici, vous étiez cultivateur aussi ? Non, j'étais accordeur de piano, a dit le père. Et mes 2 fils étaient employés. Edmond dans un bureau et Pierre dans un magasin. Pourquoi êtes-vous venu ici ? A demandé quelqu'un. On n'est pas toujours heureux dans les villes, a répondu le père. Tout est cher, on vit enfermé. Est-ce que vous imaginiez le pays, la vie ici, comme ça ? A demandé à nouveau Samuel Chapdelaine. Pas tout à fait, a répondu le Français à voix basse.
Non, pas tout à fait. Quelque chose est passé sur son visage, qui a fait dire à Éphrem surprenant « Ah, c'est dur ici, c'est dur !» Ils ont fait oui de la tête tous les trois et ont baissé les yeux. La mère Chapdelaine a alors déclaré pour les encourager « C'est difficile au début, quand on n'est pas habitué, mais vous verrez que, quand votre terre sera bien avancée, vous aurez une belle vie. » C'est drôle, a remarqué un des visiteurs, comme chacun a du mal à se contenter. Voilà 3 personnes qui ont quitté leur pays et qui sont venues de bien loin pour s'établir ici et cultiver. Et moi, je me dis toujours que ça doit être bien agréable de travailler tranquillement, assis dans un bureau toute la journée, à l'abri du froid et du gros soleil. Chacun a sa façon de voir les choses, a décrété Lorenzo surprenant. Et ta façon à toi, ça n'était pas de rester à Honfleur à suer à grosses gouttes, a dit quelqu'un d'autre en riant. C'est vrai, et je ne m'en cache pas. Je ne voulais pas travailler la terre. C'est une bonne terre, personne ne peut dire le contraire, mais je me sens bien où je vis maintenant et je n'ai pas envie de revenir. La mère Chapdelaine secouait pourtant la tête. Ne dites pas ça. Il n'y a pas de plus belle vie que celle d'un habitant qui a une bonne terre. Pas dans cette région, madame Chapdelaine. Vous êtes trop loin vers le nord. L'été est trop court. Le grain a à peine poussé que les froids arrivent. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens restent ici et ne vont pas à des endroits où la vie est moins dure, où on trouve tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie, et où on peut sortir l'hiver et aller se promener sans avoir peur de mourir. Sans avoir peur de mourir. En entendant cette phrase, Maria a tout à coup frissonné et a pensé aux horribles secrets sinistres que cache la forêt verte et blanche. C'est vrai ce que disait Lorenzo surprenant. C'était un pays sans pitié et sans douceur. On a continué à parler de choses et d'autres, puis on a joué aux cartes. Mais il était temps de partir pour les Chapdelaine. Avant le départ, Lorenzo a dit à Maria, à demi-voix, « Demain c'est dimanche. J'irai vous voir l'après-midi. » Le lendemain matin, le soleil brillait sur la neige. Lorenzo, comme promis, était de nouveau près de Maria et parlait de sa merveilleuse vie aux États. « Oh Maria, vous ne pouvez pas vous imaginer. Se promener sur les trottoirs des grandes rues un soir, quand la journée de travail est finie, les lumières de la ville, les chars électriques qui passent tout le temps, les magasins, le monde, et tous les plaisirs qu'on peut avoir, le théâtre, les cirques, les journaux avec des images, et le spectacle prodigieux des cinématographes. » Ils marchaient ensemble sur la neige, les raquettes aux pieds, près de la berge haute de la rivière Péribonka, au-dessus de la chute. Lorenzo surprenant n'avait pas eu de difficulté pour que Maria sorte avec lui. Il le lui avait demandé simplement devant tous, et maintenant, il lui parlait d'amour avec la même simplicité directe et pratique. « Le premier jour que je vous ai vue, Maria, le premier jour, c'est vrai. Ça faisait un certain temps que je n'étais pas revenu ici, et je me disais que c'était un endroit misérable pour vivre, que les hommes étaient une gang de simples peu cultivés, et que les filles n'étaient sûrement pas très fines ni élégantes. Et en vous regardant, je me suis dit tout d'un coup que c'était moi qui n'étais qu'un simple, parce que ni à Lowell ni à Boston je n'ai vu de filles comme vous. C'est pour vous que je suis revenu, Maria, revenu de Boston jusqu'ici, 3 jours de voyage. Les affaires que j'avais, je pouvais les faire par lettres. C'est pour vous que je suis revenu, pour vous dire ce que j'ai à dire, et savoir ce que vous allez me répondre. Ici, ce n'est pas un endroit pour vous, Maria. Le pays est trop dur, et le travail est dur aussi. Là-bas, dans les manufactures, fines et fortes comme vous êtes, vous pouvez gagner presque autant que moi. Mais si vous devenez ma femme, vous n'aurez pas besoin de travailler. Je gagne assez pour 2. Nous pourrons avoir une jolie maison en briques, avec le gaz, l'eau chaude et toutes sortes de choses pour vous faciliter la vie. » Il a hésité, puis a poursuivi. « Je vous aime, Maria. Si vous voulez bien m'épouser comme je vous le demande, je vous emmènerai dans des endroits agréables où il fait bon vivre, pas comme ici. » Maria n'a pas dit un mot. Pourtant, chacune des phrases de Lorenzo surprenant faisait battre son cœur. Ce n'étaient pas les déclarations d'amour qui la touchaient le plus,
et elle savait qu'elles étaient sincères et honnêtes. Mais les descriptions qu'il faisait de cet endroit lointain. Elle avait envie de poser des questions sur les maisons, les magasins, la vie là-bas, mais elle est restée silencieuse. Lorenzo l'a longuement regardée tout en marchant à côté d'elle, sur la neige, mais il n'arrivait pas à deviner ce qui se passait dans son cœur. « Vous ne voulez pas, Maria ? Vous n'avez pas d'amitié pour moi, ou bien c'est que vous ne pouvez pas vous décider ?» Comme elle ne répondait toujours pas, il a ajouté « Vous n'avez pas besoin de dire oui tout de suite, bien sûr. Vous me connaissez depuis peu de temps. Mais pensez à ce que je vous ai dit. Je reviendrai, Maria. C'est un grand voyage et qui coûte cher, mais je reviendrai. » Ils sont ensuite rentrés chez Maria, puis Lorenzo est parti. Personne n'a posé de questions à Maria, ni ce soir-là, ni les soirs suivants. Mais quelqu'un de la famille a dû parler à Eutrope Gagnon de la visite de Lorenzo surprenant et de ses intentions évidentes, car le dimanche d'après, Eutrope est venue à son tour, après le repas de midi, et Maria a entendu une deuxième déclaration d'amour. François Paradis était venu en plein été, descendant du pays mystérieux situé en haut des rivières. Le souvenir des mots très simples qu'il avait prononcés était mélangé à celui du grand soleil, des bleuets mûrs. Après lui, Lorenzo surprenant avait apporté le mirage des belles cités lointaines et de la vie qu'il offrait, riche de merveilles inconnues. Quant à Eutrope Gagnon, quand il a parlé, il l'a fait timidement, comme découragé à l'avance, comprenant sans doute qu'il n'avait rien d'extraordinaire à offrir à la jeune fille. Il a commencé par demander à Maria de venir se promener avec lui, mais quand ils ont voulu sortir, ils ont vu que la neige tombait. Maria a fait le geste de vouloir rentrer, et lui, ne voulant pas laisser échapper l'occasion, s'est mis à parler tout de suite. « Vous savez bien que j'ai de l'amitié pour vous, Maria. Je ne vous en avais pas parlé avant, d'abord parce qu'il faut que ma terre donne plus pour pouvoir vivre décemment tous les deux, et ensuite parce que j'avais deviné que c'était François Paradis que vous préfériez. Mais maintenant qu'il n'est plus là et que ce garçon des États est après vous, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter ma chance. Je ne suis pas riche, bien sûr, mais vous savez que j'ai une bonne terre. Je vais travailler dessus tout le printemps et, quand mai viendra, je pourrai semer sur une grande partie. Si nous avons une année ordinaire, je ferai sans doute une bonne récolte. Et pendant l'été, avant la moisson, je pourrai construire une belle petite maison, chaude et solide. J'ai le bois tout prêt pour cela. Mon frère m'aidera et peut-être aussi Esdras et Dabé quand ils seront revenus. Je pense qu'après l'hiver, si vous voulez m'attendre, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. » Maria l'écoutait sans le regarder. C'était tout ce que Eutrope Gagnon avait à lui offrir. Attendre 1 an et puis devenir sa femme et continuer la vie de maintenant dans une autre maison de bois. Faire le ménage et l'ordinaire, s'occuper des vaches, prendre une demi-heure de repos parfois l'été, assise dehors, ou bien l'hiver, regarder la neige tomber sur la campagne déjà blanche et sur le bois. Non, elle ne voulait pas vivre comme cela. « Je sais bien qu'il faudra travailler dur au début, » continuait Eutrope. « Mais vous êtes courageuse, Maria, et moi aussi. Si vous voulez bien m'épouser, je serai heureux de faire une belle terre pour bien vivre avant d'être vieux. L'amitié que j'ai pour vous est tellement forte. » Maria ne répondait toujours rien. Pour la 2e fois, un jeune homme lui parlait d'amour et mettait dans ses mains tout ce qu'il avait à donner, et pour la 2e fois, elle écoutait et restait muette. Elle a enfin secoué la tête et a dit « Je ne peux rien vous dire, Eutrope, ni oui ni non. Pas maintenant. Je n'ai rien promis à personne. Il faut attendre. » C'était plus qu'elle n'en avait dit à Lorenzo surprenant. Pour Maria, les journées qui ont suivi ces événements ont été semblables aux journées d'avant. Même tâche à réaliser de la même manière. Un soir d'avril, la mère Chapdelaine n'a pas voulu se mettre à table avec les autres, à l'heure du souper. « J'ai mal dans le corps et je n'ai pas faim, » a-t-elle dit. « J'ai dû trop forcer en préparant le pain aujourd'hui. »
Personne n'a rien dit. Les gens qui travaillent la terre sont habitués à ce que, de temps en temps, le corps malmené par le dur travail se fatigue. Pendant que le père et les enfants mangeaient, la mère Chapdelaine est restée immobile sur sa chaise, près du poêle. Elle avait un peu de mal à respirer. « Je vais me coucher », a-t-elle bientôt dit. « Après une bonne nuit, demain matin je serai bien, c'est sûr. Tu surveilleras la cuisson du pain, Maria. » Le lendemain, en effet, elle s'est levée à son heure habituelle et a préparé le petit déjeuner. Mais comme elle se sentait de nouveau mal, mettant les mains sur ses reins, elle a préféré aller se coucher. « Tu donneras à manger aux hommes, Maria, » a-t-elle dit avant d'aller au lit. « Et ton père t'aidera à traire les vaches, si tu veux. Je ne suis bonne à rien ce matin. »« C'est bon, sa mère, c'est bon, » a répondu Maria. « Reposez-vous tranquillement, tout ira bien. » Pendant 2 jours, elle est restée couchée, surveillant cependant toute la vie domestique, donnant des conseils. « Ne t'inquiète pas, Laura, » lui répétait sans cesse son mari. « Il n'y a presque rien à faire dans la maison à part les choses habituelles, et Maria est capable de le faire. » Le 3e jour, elle a cessé de penser aux tâches ménagères et a commencé à se plaindre. « Oh, mon Dieu !» gémissait-elle. « J'ai mal dans tout le corps et la tête me brûle. Je vais mourir. » Le père Chapdelaine a essayé de la réconforter en plaisantant. « Tu mourras quand le bon Dieu voudra, et à mon avis, ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce qu'il ferait de toi ?» Mais il commençait à s'inquiéter. Et il a dit à sa fille, « Je vais aller à la pipe. Au magasin, ils ont peut-être des remèdes pour cette maladie-là. » C'est alors que Tit'Bé, qui était allé aider Eutrope Gagnon à scier du bois pour son poêle, est entré avec le jeune homme. « Eutrope a un remède, » a-t-il dit. Ce dernier a pris une petite boîte dans une de ses poches et l'a ouverte. « C'est des pilules, » a-t-il déclaré. « Quand mon frère a eu mal au rein, il y a 3 ans, il en a pris. Son mal n'est pas parti tout de suite, mais il a fini par aller mieux. Ça vient des États. » Maria a alors demandé d'une voix hésitante. « Est-ce que c'est bien au rein qu'elle a mal ?»« D'après ce que Tit'Bé m'a dit, j'ai pensé que c'était ça. Mon frère en a pris 3 quand il avait très mal au rein, et il a dit que ça lui a fait du bien. » Ils sont allés près de la mère Chapdelaine et lui ont proposé le remède. « Ça va vous guérir, madame Chapdelaine, » a dit Eutrope. « C'est un remède première classe. Mon frère l'a fait venir des États exprès. Vous ne trouverez pas un remède comme ça au magasin de la pipe, c'est sûr et certain. » La malade n'osait pas prendre les pilules. Mais comme la douleur était de plus en plus vive, elle en a pris 2 au milieu de la nuit, puis 2 autres le matin, et pendant les heures qui ont suivi, tout le monde attendait, avec confiance, les effets positifs du remède. Mais, vers midi, il a fallu se rendre à l'évidence. Elle souffrait toujours autant et continuait à se plaindre. Le soir, la boîte était vide, et quand la nuit est tombée, les gémissements de la malade ont rempli la maison d'une grande tristesse. Un peu avant le jour, le père Chapdelaine est allé réveiller Maria. « Je vais à Mistook chercher le médecin, » lui a-t-il dit. « Et en passant à la pipe, je vais parler à monsieur le curé aussi. C'est inquiétant de l'entendre se lamenter ainsi. » Le père est aussitôt parti et n'est revenu que le soir avec le médecin. Le médecin s'est d'abord réchauffé quelques secondes près du poêle, puis il est allé voir la mère Chapdelaine. « Eh bien, la mère, on se met à être malade, comme les gens riches. » Mais, après un premier examen, il a cessé de plaisanter et a dit « Elle est malade pour de bon, je crois. Je vais approfondir mon examen. » Pendant cela, tous les Chapdelaine pensaient « Maintenant, on va savoir ce que c'est, et il va lui donner de bons remèdes. » Mais après avoir examiné à nouveau Laura et lui avoir posé des questions, il a dit au père « Des lésions internes, c'est grave, et on ne peut rien voir. Le plus grand savant du monde ne pourrait pas vous en dire plus que moi. Je peux toujours lui donner quelque chose pour l'empêcher de trop souffrir, et nous allons attendre. » Il a alors sorti un flacon de son sac en cuir, a mis 15 gouttes d'une drogue jaunâtre dans un verre avec un peu d'eau, puis a aidé la malade à boire. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre encore.
La mère Chapdelaine s'est bientôt endormie. Le médecin s'est alors levé et a déclaré « Je vais aller coucher à Honfleur. Votre cheval est bon pour me mener jusque-là, non ? Vous n'avez pas besoin de venir, je connais le chemin. Je vais passer la nuit chez Ephrem Surprenant et je reviendrai demain dans l'après-midi. » Quelques minutes plus tard, la famille s'est retrouvée seule, comme toujours. Une grande quiétude a rempli la maison. Chacun pensait « C'est un bon remède qu'il lui a donné. Elle ne se lamente plus. » Mais 1 heure plus tard, la malade est sortie de la torpeur où l'avait plongée le faible narcotique, a essayé de se retourner et a poussé un cri. Tous sont allés la trouver. Elle a ouvert les yeux et après quelques plaintes aiguës, elle s'est mise à pleurer. « Oh Samuel, c'est certain, je vais mourir. »« Mais non, mais non. »« Oui, je te dis que je vais mourir. Je le sens et ce médecin n'est qu'un idiot qui ne sait pas quoi faire. Il ne peut même pas dire quel mal j'ai. Et le remède qu'il m'a donné n'était pas le bon remède. Ça ne m'a pas guéri. Je te dis que je vais mourir. » Des larmes coulaient sur ses joues. Son mari et ses enfants l'ont regardée, effrayée. La peur de la mort a alors envahi la maison. Ils se sont sentis isolés du reste du monde, sans défense, n'ayant même plus de cheval pour aller chercher du secours, et leurs yeux aussi se sont mouillés. Cependant, ils se taisaient et demeuraient immobiles. Sur ce, Eutrope Gagnon est arrivé. « Elle ne va pas mieux ?» a-t-il demandé. « Vous avez vu le médecin ?» Le père Chapdelaine, hors de lui, s'est mis à crier. « Oui, et ce médecin n'est bon à rien. Il est venu ici. Il lui a donné un petit remède de rien dans le fond d'un verre et il est allé coucher au village comme s'il avait gagné son argent. Mais il n'aura pas un sou de moi. Rien, rien du tout. » Eutrope a secoué la tête et a dit d'un air grave. « Moi non plus, je ne fais pas confiance au médecin. Pourquoi on n'a pas pensé à aller chercher un remancheur, comme Titseb de Saint-Félicien ?» Tous les visages se sont tournés vers lui et les larmes se sont arrêtées. « Titseb » a dit Maria. « Vous pensez qu'il est bon pour les maladies de ce type ?» Eutrope et le père Chapdelaine ont répondu en même temps. « Titseb guérit le monde, c'est sûr. Il n'est pas passé par des écoles, lui, mais il guérit le monde. » Ils connaissaient tous le guérisseur de réputation, et l'espoir renaissait. « Titseb est un homme bon. En plus, il ne demande pas beaucoup d'argent. Je vais aller le chercher si vous voulez, » a proposé Eutrope. « Mais avec quel cheval ?» a demandé Maria. « Le médecin a emmené Charles Gênes à Honfleur. » Le père Chapdelaine a alors eu un geste de colère et a juré entre ses dents. « Le vieux maudit !» Eutrope a réfléchi quelques secondes, puis « Ça ne fait rien, je marcherai jusqu'à Honfleur, et là, je trouverai bien quelqu'un qui me prêtera un cheval. » Il est parti sur le champ. 2 heures après l'aube, le médecin et le curé de Saint-Henri sont arrivés ensemble. Ils se sont assis près du lit et ont parlé à voix basse. Le médecin a procédé à un nouvel examen, mais c'est le curé qui en a annoncé le résultat. « On ne peut rien dire. Elle n'a pas l'air pire, mais ça n'est pas une maladie ordinaire. Je vais la confesser et lui donner l'absolution. Après, nous nous en irons tous les deux et nous reviendrons après-demain. » Avant son départ, le médecin a donné un petit flacon à Maria, avec des recommandations. Seulement si elle a très mal, et jamais plus de 15 gouttes à la fois, et ne lui donnez pas d'eau froide à boire. Maria les a raccompagnés jusqu'à la porte, le flacon à la main. Au moment de monter dans la charrette, le curé de Saint-Henri l'a prise à part et lui a dit quelques mots à son tour. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a que le bon Dieu qui connaît les maladies. Priez bien fort. Toute la journée, Maria s'est efforcée de combattre avec des prières la marche incompréhensible du mal. Et chaque fois qu'elle allait voir sa mère, c'était avec l'espoir qu'un miracle s'était produit et que la malade allait cesser de gémir, dormir quelques heures puis se réveiller guérie. Malheureusement, rien de tout cela n'est arrivé. Les plaintes continuaient, et vers le soir, elles se sont changées en une sorte de soupir profond.
Au milieu de la nuit, Eutrope Gagnon est arrivé, ramenant Titseb, le remancheur. L'homme a palpé les membres et le corps de la mère Chapdelaine avec des précautions infinies, et après cela il est resté longtemps immobile, assis près du lit, à la contempler. Puis il a enfin parlé. « Je n'y peux rien. C'est une maladie dans le dedans du corps que je ne connais pas. Si le bon Dieu le veut, elle va mourir. » Maria s'est mise à pleurer doucement. Le père Chapdelaine est resté immobile et muet. « Vous pensez qu'elle va mourir avant le retour de monsieur le curé ?» a demandé Maria. Titseb a fait un geste d'ignorance. « Je ne sais pas. Si votre cheval n'est pas trop fatigué, je vous conseille d'aller le chercher dès qu'il fera jour. » Les regards se sont tournés vers la fenêtre, qui n'était encore qu'une plaque noire, puis de nouveau vers la malade. Une femme forte et courageuse, qui avait toute sa santé 5 jours avant, ne pouvait pas mourir aussi vite que cela. Mais maintenant il savait que c'était la fin. Au bout d'une demi-heure, le père Chapdelaine s'est brusquement levé et a regardé à nouveau vers la fenêtre. « Je vais partir, » a-t-il dit. Quand il est revenu avec le curé, ce dernier a donné l'extrême onction à la malade, et puis tous se sont mis à genoux près du lit et ont prié. Vers 4 heures, la mère Chapdelaine a soupiré 2 fois, puis elle est morte. Après la mort de la mère, la vie a repris doucement et tristement chez les Chapdelaine. Maria s'occupait maintenant de tout dans la maison. Un après-midi, elle s'est assise près de la petite fenêtre et a regardé un moment, sans y penser, le ciel, le sol blanc, la forêt au loin. Et tout à coup, il lui a semblé que cette question qu'elle s'était posée à elle-même, partir ou rester, venait de recevoir une réponse. Vivre ainsi dans ce pays, comme sa mère avait vécu, elle sentait qu'elle serait capable de cela. Elle s'en rendait compte sans aucune vanité et comme si la réponse était venue d'ailleurs. Oui, elle serait capable de cela. C'était là comme une nouvelle révélation inattendue. Elle s'est mise à penser aux merveilles des États, mais une petite voix est venue lui rappeler les 100 douceurs du pays qu'elle voulait fuir. L'apparition quasi miraculeuse de la terre au printemps, après les longs mois d'hiver, les champs couverts de fleurs, et après le repos forcé de l'hiver, le dur travail de la terre lui a semblé comme une fête. Après cela, c'était l'été, le merveilleux soleil, et à 300 pas de la maison, les rapides et la chute, écume blanche sur l'eau noire. Puis la moisson, le grain mis dans les granges, l'automne et bientôt l'hiver qui revenait. Mais miraculeusement, l'hiver ne paraissait plus détestable ni terrible. Il apportait tout au moins l'intimité de la maison, et au dehors, avec la monotonie et le silence de la neige, la paix, une grande paix. « Je vais rester icitte », s'est-elle dit. Alma Rose est encore petite, elle n'a plus sa mère, il faut une femme à la maison. En mai, Esdras et Da'Bé sont revenus des chantiers, et leur tristesse a ravivé la tristesse des autres. Mais la terre attendait. Elle avait besoin des graines, et il fallait reprendre le travail. Eutrope Gagnon est venu veiller un soir, et peut-être, en regardant discrètement le visage de Maria, a-t-il deviné que son cœur avait changé, car quand ils ont été seuls, il a demandé « Pensez-vous toujours aller aux États, Maria ?» Elle a fait non de la tête, les yeux à terre. « Alors, je sais bien que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais pensez-vous que j'ai une chance plus tard ?» Maria lui a répondu « Oui, si vous voulez, je vous épouserai comme vous me l'avez demandé, au printemps prochain. »